C'est ça le problème. La crise, elle est dans la communauté, elle est dans la population. Si on n'arrive pas à baisser ce taux, on va avoir des problèmes vraiment. Bonjour, Dr Singer, Pierre Singer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service de réanimation à l'hôpital Bellinson. Et donc, on va essayer de comprendre avec vous quelles sont les différences entre cette vague que nous connaissons, cette vague du coronavirus, et ce qu'on appelle déjà la seconde vague, et la première vague que nous avons connue il y a quelques mois. Avant de parler de ça, Dr Singer, je voudrais faire le point avec vous sur la situation aujourd'hui à l'hôpital à Bellinson. Combien de malades du coronavirus vous avez? Combien de malades graves? Et combien de personnes qui sont en réanimation? Oui, aujourd'hui, nous avons un peu plus que 20 malades hospitalisés dans un service qui est réservé uniquement aux patients qui sont atteints de Covid. Dans ces 20 malades, nous avons 7 malades qu'on considère comme graves, et en plus de cela, nous avons 5 malades critiques, qui sont des malades qui sont ventilés ou qui sont des malades qui sont connectés à une machine cœur-poumon de manière à oxygéner leur corps, puisque leurs poumons sont complètement détériorés. Alors, une des grandes peurs du ministère de la Santé et du service hospitalier en général, c'est justement ce nombre de personnes malades graves, ce nombre de personnes qui sont en réanimation, qui sont branchées à des appareils. Où on en est aujourd'hui? Est-ce que ce taux est encore tenable et vivable pour le moment? Oui, on peut le dire avec certitude. Nous avons une capacité de gérer la situation pour le moment. Le nombre des malades critiques est acceptable pour les services de santé, mais c'est avec un certain prix que ceci est réalisé, dans la mesure où nous avons été obligés de diminuer notre capacité d'accepter des malades dans les réanimations générales. Donc, je suis un chef de service de réanimation générale qui a été obligé d'amputer une partie de mon personnel au profit du service de réanimation Corona que je dirige également. Et donc, nous avons moins de possibilités, moins de lits disponibles pour les maladies courantes qui ont en général besoin de réanimation. Donc, la situation est tendue. Mais il y a 15 jours, elle était plus compliqué. Cette semaine, ça va mieux. On voit dans les hôpitaux, les hôpitaux de Jérusalem étaient les hôpitaux avec le plus de malades graves et critiques. Ça s'est amélioré. Il y a aussi eu un effort du ministère de la Santé de façon à pouvoir décharger les hôpitaux de malades qui étaient faciles et qui n'avaient pas besoin d'hospitalisation, mais on ne trouvait pas de place. Donc le problème, il est en amont, il est en aval, et il est aussi à l'intérieur. Aujourd'hui, on peut dire qu'on assume, mais bien sûr, ça veut pas dire que c'est forever. D'accord. Alors justement, je voudrais qu'on parle un peu aussi maintenant de la façon de travailler des hôpitaux. Alors on avait vu pendant la première vague que vraiment les hôpitaux avaient pratiquement fermé ou plus ou moins réduit le nombre de malades dans les départements, et s'était concentré surtout sur le département du coronavirus. Quel est le cas aujourd'hui? Alors cette stratégie n'est pas vivable, dans la mesure où les gens sont aussi malades d'autres maladies que le Covid. Donc, ils ont besoin d'avoir des interventions pour leur cancer, leur chimiothérapie, leur traitement de la dialyse, etc. Donc, tous ces malades continuent à venir dans les hôpitaux et les services sont tous pleins. Et nous n'avons pas arrêté nos activités de routine. Alors, comment se passe ça? Ça a été Par quoi? contre, il y a un côté qui est méconnu du public, qui est le fait que les gens sont exposés à des malades et parfois rentrent en quarantaine. Et la quantité de personnel qui est en quarantaine augmente. Et quand la quantité de personnel augmente, dans la mesure où d'un côté, je suis obligé de diminuer mon nombre de lits parce que j'ai pas assez de personnel, et qu'en plus j'ai des malades, des infirmières qui vont en quarantaine, ou des médecins qui vont en quarantaine,
ça diminue nos capacités de soins d'autant. Et donc, c'est un facteur limitant également dans notre capacité de donner la réponse adéquate à la maladie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est de plus inquiétant, vous nous dites, c'est le fait qu'il y a, pas encore, mais on pourrait arriver à une pénurie peut-être des personnes qui s'occupent du service des médecins et des infirmières qui s'occupent des malades, que ce soit d'ailleurs du coronavirus ou des autres malades. Je voudrais que vous n'oubliez pas que le service de santé a commencé toute cette épidémie avec un minus. C'est-à-dire qu'on était déjà avec une quantité de personnel qui était pas assez adaptée aux quantités de malades qui arrivaient. Donc, c'est rajouté l'épidémie, c'est rajouté là-dessus les quarantaines et les gens qui sont mis à l'abri de la pandémie. Et donc, c'est un facteur qui est aggravant. Ouais. On essaie de former d'autres infirmières et le ministère a accepté de nous laisser recruter des nouvelles infirmières. Donc, cette semaine, nous avons recruté 10 infirmières. Je pense pas que ça me soit arrivé, ça me soit jamais arrivé dans ma carrière. Donc, c'est un côté qui est très, très important aussi, mais ça, bien sûr, ça va mettre du temps. Il y a toujours le problème aussi avec les infirmières françaises ou francophones qui viennent des pays de France en particulier et qui ont des problèmes d'équivalence, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle aussi un peu du profil justement de ces malades. Est-ce que le profil des malades du coronavirus de la première vague est différent de celui de la seconde vague? Il semble que les personnes âgées restent un peu plus à l'écart et soient moins atteintes. Les malades sont plus jeunes. Les malades restent souvent avec ce qu'on appelle des comorbidités, des maladies associées. On a changé nos traitements. On a fait un peu d'ordre dans tout ce qui se passait et tout ce qui pouvait se donner. À la première vague, pratiquement tout le monde donnait n'importe quoi et tout et rien. Et aujourd'hui, on a fait beaucoup de systématiques, d'examens systématiques de tout ce qui était possible de donner. On donne des choses qui sont efficaces. On ventile beaucoup plus tard. Donc, le nombre de malades critiques est moindre, mais on a plus de malades qui sont avec des apports d'oxygène intensifs, mais sans ventilation. Ça change le profil du malade. Les malades sont surtout respiratoires, essentiellement respiratoires. Et il y a aussi un autre profil qui est nouveau, qui sont les infections acquises au cours de l'hospitalisation, qui viennent se rajouter au Covid. Et qui sont chez nous aussi des menaces qui sont importantes. Est-ce que les symptômes restent les mêmes ou au fil des mois, vous découvrez des nouveaux symptômes pour la maladie? Là, on est en train de faire une série d'observations avec des malades qui ont beaucoup de malades qui ont des hoquets. Ah oui? Mais en gros, les symptômes restent les mêmes. Mais par contre, tout ce qu'on pensait être vrai au début pour pouvoir suivre l'évolution de la maladie s'avère moins fiable. Et on est en train de développer avec certaines technologies israéliennes d'autres tests qui nous permettent d'évaluer de manière plus précise et online très très vite si les malades s'améliorent ou pas. Mais les malades restent longtemps malades. C'est un des problèmes, ça. C'est-à-dire que c'est pas au début de la première vague, on décrivait des malades qui restaient 10-12 jours en réanimation. Les malades maintenant ils restent 3 semaines en réanimation, parfois 4 semaines. Ils sont très lourds. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle aussi, Dr Singer, du taux de contamination aujourd'hui en Israël. On tourne à peu près chaque jour aux alentours de 1800, des fois un peu plus, personnes qui sont donc des nouveaux cas et qui sont diagnostiqués en Israël. C'est un taux qui vous inquiète, vous, en tant que médecin? Bien entendu, c'est ça le problème. En fait, on parle beaucoup des hôpitaux et des crises des hôpitaux. La crise, elle est dans la communauté, elle est dans la population. Si on n'arrive pas à baisser ce taux, on va avoir des problèmes vraiment parce que les choses vont risquer de s'accumuler. On continue avec des événements sociaux, avec des mariages, avec des grandes fêtes. Les gens se contaminent, les gens ne comprennent pas que les agrégations de gens, c'est des risques énormes et pour eux et pour les autres.
Et il y a une sorte de relâchement. Relâchement, oui, dans la population. D'un autre côté, ce qui est intéressant, par exemple, à Tel Aviv, où il y avait un taux d'infection qui était très élevé au début. Allô? Oui, on est avec vous, docteur. On vous écoute avec beaucoup d'intention. Eh bien, le taux qui était très élevé à Tel Aviv, au-dessus de 400 ou 500 par jour, a baissé à 20 ou 30. Et quand vous circulez dans Tel Aviv, les bars sont pleins et les gens sont sans masque. Alors, je pense que c'est un des exemples de l'efficacité des enquêtes épidémiologiques qui doivent se faire de manière très, très professionnelle et approfondie. Et à la ville de Tel Aviv, ils le font. Je pense que des autres villes devraient s'y mettre également et comme ça, individualiser les gens qui sont malades, les mettre de côté. On ne peut pas dire que Tel Aviv soit une ville facile à gérer. Il y a une population très mixte, il y a des travailleurs étrangers, et pourtant, ils ont réussi à baisser le taux. Il y a d'autres villes qui restent avec un taux très élevé. Quand on regarde les chiffres absolus, Israël est numéro 13 dans la quantité de nouveaux malades par jour ou par semaine au monde. Donc, si vous voulez, on est encore vraiment dans le rouge de manière dramatique. C'est vraiment un des problèmes majeurs. Alors, il y a la rentrée des classes. Il va y avoir octobre, il y a des fêtes, il y a des synagogues. Ça devient très compliqué, là. Alors, ça devient très compliqué. Alors c'est vrai qu'on est dans cette deuxième vague. On ne sait pas exactement comment les fêtes vont se terminer. Je veux, pour terminer, vous poser peut-être une question un peu difficile. Est-ce qu'on peut déjà faire des prévisions pour l'hiver où là, on risque vraiment d'avoir un taux de contamination assez élevé et en plus, toutes les maladies hivernales qu'on connaît? Écoutez, je vais vous faire une confidence. On s'est trompé tout le long. Donc ça risque de continuer. On a dit que le virus allait s'éteindre en été. On a dit que certaines catégories de la population n'étaient jamais malades. On a dit beaucoup de choses sur ce virus et je ne suis pas sûr qu'on a été très malin dans toutes ces prédictions. On se gardera de faire des prévisions. Docteur Singer, chef du service de réanimation à l'hôpital Beilinson, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelita. Bonne journée à vous.